Bonjour l'Afrique, voici Business Africa et je suis Ignatius Anor. Passons au titre. L'administration fiscale du Lesotho cherche à doubler ses recettes publiques tout en poursuivant la mise en œuvre complète d'un projet de modernisation fiscale. Le coût de la vie grimpe en flèche en Afrique du Sud après la séquence des pillages. Dans certaines parties de Johannesburg, les consommateurs doivent affronter de longues files d'attente alors qu'ils luttent pour obtenir de la nourriture. Et enfin, une société financière opère sa première introduction en bourse au sein de la Bourse d'Afrique centrale. La suite, c'est tout de suite. Le Lesotho cherche à doubler ses recettes publiques et ce en dépit de l'impact de la pandémie sur l'économie locale. L'administration fiscale du pays dispose désormais d'un soutien financier pour mettre en œuvre son projet de modernisation fiscale. Ce petit pays d'Afrique australe, qui totalise un peu plus de 2,1 millions d'habitants, mise sur une meilleure perception des recettes pour accroître sa croissance. C'est en novembre 2017 que le Lesotho a lancé son projet de modernisation fiscale. À l'époque, la Banque africaine de développement avait prêté plus de 7 millions de dollars à cette nation d'Afrique australe pour l'aider à entamer la transition vers la numérisation de sa fiscalité. Mais le manque de soutien financier supplémentaire a entraîné une lenteur dans la mise en œuvre complète de ce projet. Ainsi, pour accélérer le processus, la semaine dernière, la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau prêt de 4,25 millions de dollars au Lesotho. Priorité sera donnée à la mise en place de la e-taxation et du e-paiement. Cette initiative vise à élargir l'assiette fiscale du pays et à accroître les recettes publiques. Selon la Banque africaine de développement, le projet permettra également d'actualiser et de consolider les cadres juridiques et institutionnels de collecte des impôts. Il devrait ainsi profiter aux contribuables et à l'autorité fiscale du Lesotho. Sambo Kassipe est commissaire général de l'autorité fiscale du Lesotho. Il nous rejoint depuis la capitale Maseru. C'est un plaisir de vous avoir au sein de notre programme. Merci Ignatius. Aidez-nous tout d'abord à comprendre l'état actuel de la fiscalité dans ce petit pays d'Afrique australe et de quelle manière un passage à la numérisation augmentera les revenus du gouvernement. La plus grande partie de la collecte provient de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. La taxe sur la valeur ajoutée, encore une fois structurée entre votre taxe sur la valeur ajoutée intérieure, est une composante très importante pour un pays comme le Lesotho qui a des échanges commerciaux avec l'Afrique du Sud, et la TVA à l'importation qui est assez importante. Avec les plateformes digitales, nous n'avons pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. En adoptant l'analyse des données et la veille économique, nous nous appuyons de moins en moins sur les méthodes traditionnelles consistant à auditer chaque entreprise afin de vérifier ce qu'elle doit payer en termes d'impôts. Mais nous tirons plutôt parti du fait que, dans une plateforme digitale, vous générez des données qui, elles-mêmes, si nous disposons d'une installation d'entreposage de données, qui est d'ailleurs un élément clé du projet de modernisation de la fiscalité au Lesotho, nous permettront de développer les capacités et les compétences nécessaires pour les analyser afin de générer des idées, ce qui nous permettra de mieux faire notre travail dans l'intérêt du fisc, mais aussi des clients, c'est-à-dire des contribuables. La croissance mondiale est atone. L'instabilité politique et la pandémie ont affecté négativement l'économie locale. Cela a entraîné une baisse des revenus. Comment donc comptez-vous renverser cette tendance? Le contexte que vous décrivez dit que le potentiel d'expansion du filet fiscal sous la forme d'une augmentation des collectes provenant des mêmes sources est très limité. Au contraire, les gouvernements du monde entier se retrouvent plutôt à devoir apporter un soutien pour stimuler les économies, en quelque sorte. Et cela coûte donc au fisc.
Cependant, ce qui doit se passer, et c'est la stratégie que nous allons adopter, c'est d'essayer de trouver des fuites dans les recettes, de trouver des inefficacités dans le système et de s'assurer que nous nous développons en bouchant ces trous. Et la numérisation devient alors le fer de lance, pour ainsi dire, pour essayer de boucher ces gaps, car, comme je l'ai indiqué précédemment, ils augmentent notre inefficacité en termes de collecte. En cas de succès, vous envisagez davantage de ressources pour l'État. Quel est votre objectif à moyen terme quant à l'utilisation proposée de ces revenus ? Avec la numérisation, nous croyons honnêtement que nous pouvons doubler notre collecte de revenus intérieurs. Et ici, au Lesotho, nous avons collecté plus ou moins 7 milliards de dollars américains. Et je ne parle ici que des taxes intérieures. J'ai dit que les douanes et les assises ne font pas partie de ce calcul. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de doubler nos recettes en veillant à moderniser le cadre législatif, car il est plutôt généreux, trop généreux et pas très bien coordonné. Dans notre tentative d'attirer les investissements, nous faisons parfois preuve d'un excès de zèle et nous offrons tout ce qui se trouve sur le menu que tout pays peut offrir. Et au bout de compte, nous ne parvenons pas à équilibrer tout cela avec le budget. Et je pense qu'il est temps que nous essayions de le faire. Nous prévoyons donc un potentiel de doublement de cette taxe intérieure globale dans les 5 prochaines années, potentiellement de 7 milliards à 14 milliards de dollars américains, ce qui est tout à fait faisable. Eh bien, merci. Merci, Ignatius. Thabo Kassipe est commissaire général de l'autorité fiscale du Lesotho. L'économie sud-africaine était déjà sous pression et cela c'était avant que des restrictions ne soient imposées pour freiner le coronavirus. Un malaise social a frappé des milliers d'entreprises dans 2 grandes provinces. Le KwaZulu-Natal et le Gauteng représentent la moitié du PIB du pays. Notre correspondant Karabo Terence évoque une situation. Elle a conduit à une augmentation du coût de la vie dans certaines parties de Johannesburg. De longues files d'attente pour pouvoir acheter des produits de première nécessité. Dans ce township sud-africain densément peuplé et appauvri de Johannesburg, il n'existe plus qu'un seul grand centre commercial. Ici à Alexandra, la vie quotidienne est déjà difficile, mais après les pillages généralisés, la situation s'est aggravée. Nous nous débattons, nous souffrons pour des produits de base comme les couches et le lait. Quand nous devons acheter de la nourriture, c'est une lutte. Ce qui a commencé comme une campagne contre l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma est devenu, d'après l'actuel président Cyril Ramaphosa, une véritable insurrection. Des milliers de personnes dans les centres économiques des provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal se sont livrées à des pillages et les pertes sont impressionnantes. J'ai vu un chiffre de perte de 50 milliards de rand par l'association immobilière. J'en ai vu un autre de 200 milliards de rand pour l'économie par la Rand Merchant Bank. Il existe donc des opinions très divergentes sur le coût pour l'économie, mais je pense que ce coût va bien au-delà des chiffres et des emplois qui seront perdus, et qu'il affecte la confiance dans notre économie sud-africaine. Seule une autoroute sépare le township d'Alexandra du quartier d'affaires de Sandton, où le mètre carré est le plus cher d'Afrique. Mais les niveaux élevés de chômage et de pauvreté des jeunes ont toujours été une bombe à retardement. L'avenir est sombre pour la plupart des Sud-Africains qui ne seront pas en mesure de résister à l'impact des 10 derniers jours. Mais l'économie a également subi des coups de massue en termes de confinement qui étaient excessifs, en termes de coupure de courant et de politique d'austérité de ce gouvernement. Les nouvelles mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers touchés par les pillages sont par nature à court terme. Les préoccupations à long terme sont une économie peu performante, le chômage, de fortes inégalités et un programme de vaccination lent qui paralyse actuellement la croissance économique. Et enfin, la bourse en Afrique centrale a introduit sa toute première société financière appelée la régionale. C'était le mercredi 21 juillet. Les actions de son introduction en bourse s'échangeaient à 42 000 francs CFA, soit 64 €. La cotation de la société porte à 5 le nombre de sociétés cotées à ce jour sur ce marché boursier régional.
Une nouvelle ère pour le marché financier de l'Afrique centrale. Après la fusion en 2019 des bourses des valeurs mobilières de Douala et de Libreville, vient d'être enregistrée la toute première introduction en bourse d'une entreprise du secteur financier, la Régionale d'épargne et de crédit. Nous croyons que les uns et les autres pourront désormais venir à la bourse, acheter les actions de la Régionale. Et s'ils ont un besoin d'argent, ils peuvent aussi venir placer leurs actions et c'est notre souci. C'est aussi la toute première admission des actions d'une société privée. D'autres opérations sont en gestation, mais les autorités monétaires déplorent le peu d'enthousiasme manifesté par les PME en manque de capitaux. Les PME ont beaucoup de difficultés à se faire financer par les banques classiques, parce que les banques classiques apportent ce qu'on appelle les financements courts. Or, avec la bourse, on peut obtenir des financements longs. Donc, les PME pourraient tirer un très grand bénéfice à leur participation à la bourse. Il faudrait que le grand public soit de plus en plus enseigné et éduqué sur la chose de la bourse. Et il faudrait aussi qu'on puisse bien expliquer à des promoteurs d'entreprises, à des patrons d'entreprises, aussi bien les petites que les grandes, des opportunités que la bourse leur apporte. On note un léger frémissement au niveau du dynamisme du marché financier de l'Afrique centrale. La culture boursière est malheureusement absente. Alors, reste que pour les professionnels de la finance, 80% des entreprises de la zone CEMAC sont des PME qui sont en manque de capitaux et qui devraient se tourner vers la bourse mobilière de l'Afrique centrale pour lever des fonds nécessaires à leur dynamisme. Lambert Ngwanfo, Africa News, Douala, Cameroun. Et voilà, c'est tout pour Business Africa. Rendez-vous sur africanews.com afin de revoir le programme. Et plus encore, je suis Ignatius Anor. Merci de nous avoir suivis et au revoir.